Et on commence très simplement, Guirec. Je vais te demander de te présenter. Ouais, bah bien sûr. Donc moi, je m'appelle Guirec Soudé, je suis originaire de Bretagne, des Côtes-d'Armor. J'ai déjà 32 ans et je suis un navigateur aventurier. Donc là, en effet, je me prépare pour le fameux Vendée Globe qui va arriver dans quelques mois. Mais auparavant, je suis allé naviguer avec une petite poule qui s'appelle Monique autour du globe pendant quelques années, du Grand Nord au Grand Sud, sur un petit voilier qui s'appelle Yvinec. Ensuite, je suis rentré et après, j'ai enchaîné 2 transatlantiques à la rame où j'ai passé un peu plus de 180 jours en mer, c'était un petit peu compliqué. Et après, j'ai enclenché sur le projet Vendée Globe. Donc voilà où j'en suis et j'ai arrêté les cours assez tôt, pas très scolaire, très école. 18 ans, j'étais parti en Australie et à 20 ans, je suis parti voilà, du coup à l'aventure avec Monique. Et ta découverte de la voile, ça se passe comment? Alors ma découverte de la voile, alors j'ai fait beaucoup de planches à voile plus jeune, je faisais même un petit peu de compétition. Après, j'avais jamais fait d'habitable. Et du coup, voilà, toujours un pied dans l'eau. J'ai eu la chance de grandir sur une île, donc la mer, ça me connaît. C'est vraiment ma passion, mon élément. Et voilà, moi j'avais ce rêve depuis toujours d'acheter un bateau et de partir voyager, d'aller voir l'autre côté de l'horizon. Et c'est ce que j'ai fait à l'âge de 20 ans. Mais voilà, jamais ça m'avait traversé vraiment l'esprit d'un jour me dire que j'allais peut-être faire de la course au large et encore moins le fameux Vendée Globe. Et alors, qu'est-ce qui allume l'étincelle chez toi? Du Vendée Globe? Ouais. Eh ben, écoute, le Vendée Globe, j'en ai entendu parler forcément hein, depuis tout petit. J'étais entouré de gens passionnés. Voilà, mon père était un grand ami aussi de Jeanne Guidel, donc avec qui il avait navigué un petit peu. Et donc forcément, voilà, j'avais entendu parler de 3 de ces histoires auparavant, jamais sur le Vendée Globe, mais sur d'autres courses. Et puis quand moi je suis parti à l'aventure à l'âge de 20 ans avec mon premier voilier, j'ai traversé l'Atlantique, je suis arrivé dans les Caraïbes, donc voilà, sans expérience, avec un bateau pourri, sans argent. J'ai fait la rencontre d'un autre skipper qui s'appelle Éric Dumont, qui a fait plusieurs Vendée Globe, avec qui j'ai passé un peu de temps, qui est devenu un bon ami, Éric Dumont, et qui m'a raconté ses histoires de Vendée Globe, et qu'on a conclu que c'était une course qui était faite pour moi. J'étais un peu surpris au début. Et donc à partir du moment où il m'a dit ça, et c'est vrai qu'il il m'a donné très envie à travers ces histoires, et je me suis dit, c'est vrai que le Vendée Globe, c'est plus qu'une course, quoi. C'est une vraie aventure, quoi, avec toutes les péripéties qui peuvent se passer sur un tour du monde. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça m'est resté dans la tête et je me suis dit, j'ai envie de participer moi aussi à ce Vendée Globe. Et moi, je parle de ça, c'était en 2014-2015. Je suis rentré de mon tour du monde en 2018, enfin genre décembre 2018, on pourrait presque dire 2019. Je me souviens d'avoir appelé Jacques Carès en lui demandant si c'était une bonne idée de se lancer sur le Vendée Globe 2020. Il m'avait dit c'est peut-être un peu prématuré, tu viens juste de rentrer, t'as pas trop d'expérience de course au large, voire pas du tout, t'as pas de sponsor, t'as pas de bateau, il y a un peu de boulot quoi. Et après je me suis dit bon ça j'aime pas repousser les choses. Ouais, quand j'ai envie de me lancer sur un projet, j'ai envie que ça aille tout de suite quoi. Et puis après réflexion, je venais de rentrer, j'avais des projets de livres, des projets de films aussi, et je me suis dit, allez, on va faire les choses dans l'ordre. Donc j'ai finalisé ce que je devais faire à travers ma première aventure. Entre-temps, je me suis échauffé à aller me balader dans l'Atlantique à la rame, où c'était un petit peu l'aller, pas très facile, mais peut-être trop facile. J'en suis resté un petit peu sur ma faim. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer sur la traversée retour, la même route que Gérard de Beauville, il y a plus de 40 ans, donc Cape Cod aux États-Unis jusqu'en Bretagne, arrivé à Brest, entre Ouessant et le Cap Lizard, où là j'ai mis plus de 100 jours où c'était très dur. Et je suis passé voilà, par plein de phases, mais j'y suis arrivé. À savoir que pendant 90 jours, je n'avais pas de moyen de communication avec à ce moment-là ma femme qui était enceinte. Et puis voilà, je me suis dit que là c'était le bon moment pour lancer le projet Vendée Globe. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, pas tout seul, entouré de plein de chouettes personnes bienveillantes qui étaient dans un super souffle avec moi. Et j'ai eu la chance de trouver un super partenaire qui est freelance.com, qui a décidé de me suivre. Et je les trouve assez courageux parce qu'au final, il y avait beaucoup de prétendants au Vendée Globe avec une grosse expérience qui cherchaient clairement le budget pour pouvoir y participer. Moi, j'arrivais un peu de nulle part, même si j'avais fait d'autres aventures auparavant. Et ils ont décidé de me faire confiance. Donc voilà, nous, on est plutôt sur un côté aventurier que régatier, mais ça n'empêche que j'ai pris très vite goût à la régate et à faire en sorte de faire avancer mon bateau au mieux possible. Après, voilà, ça fait que 2 ans que je navigue à bord de freelance.com. Ça n'empêche que là, je commence à plus que comprendre le fonctionnement du bateau. Je suis hyper à l'aise à bord.
J'ai eu la chance de naviguer avec Sabodigan, avec Roland Jourdain, avec Corentin Douguet, voilà, avec plein d'autres personnes qui ont pu m'apporter leur savoir. Et voilà, moi, j'ai qu'une envie, clairement, j'y pense constamment, c'est de prendre le départ du Vendée Globe. Ça fait voilà, plus de 2 ans qu'on est sur le projet. Et tous les jours, je suis prêt à prendre le départ si jamais il l'avance. Après, ça n'empêche que voilà, j'avais besoin de ce temps pour bien me préparer. De toute façon, voilà, les qualifications faisaient qu'il fallait y passer. Mais c'est vrai qu'une Route du Rhum et une Jacques Vabre, c'est des courses fantastiques. Mais clairement, je reste sur ma faim, quoi. De traverser une semaine, 10 jours, moi j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de partir plusieurs mois en mer, quoi, pour me retrouver avec moi-même et pour reprendre goût à ce qui me fait vibrer, quoi. Raconte-nous ton apprentissage de l'IMOCA. Ouais. Il y a ce bateau. Et puis rapidement, il y a une course qui se passe très très bien, puisque il y a une situation de météo assez exceptionnelle sur la Vendée Arctique qui vous permet à vous, des rivers. Et donc tout de suite, tu claques un top 10 dès le début. Comment sportivement ça t'a donné des idées? C'est sûr que sur la Vendée Arctique, c'était une course assez engagée. Donc on partait des Sables d'Olonne en direction de l'Islande, faire le tour et revenir. Moi, ça me parlait parce que c'est qu'il y en a pas mal qui n'étaient pas forcément rassurés de se dire qu'on partait assez nord dans le globe et que potentiellement on allait rencontrer des glaçons. Moi, pour le coup, c'est quelque chose que je connaissais parce que j'ai vécu 1 an dans le Grand Nord, j'ai fait un hivernage et tout. Après, l'idée, c'était pas d'aller naviguer proche des icebergs et de la banquise. Mais voilà, c'est une région que je connais un petit peu. Et c'est vrai que l'idée c'était d'y aller évidemment sans prétention. C'était le tout début et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. On a eu assez rapidement un anticyclone à passer. Nous, quand je dis nous, je pense à Pépin, Benjamin Ferré, qui était un peu bord à bord avec moi, qui est sur un bateau à dérive comme le mien, donc plutôt bateau ancienne génération. Lui, il a un bateau un peu plus récent. Donc à côté, on a les foilers qui sont des bateaux qui sont plus performants. En moyenne, ils sont censés aller quand même 30% plus vite. Après, c'est des bateaux qui vont être un peu plus fragiles. Et c'est vrai que dans des vents très légers, ils ne sont pas forcément plus rapides que les nôtres, quoi, plus performants. Et là, cette dorsale, moi j'ai réussi à la traverser assez rapidement. Et donc quand je me suis sorti de la dorsale, j'étais deuxième. Pépin était premier. On est resté comme ça pendant plusieurs jours et c'était assez rigolo. Et ensuite, on s'est fait rattraper par quelques foilers. On a eu du gros temps à l'arrivée avec beaucoup de bateaux qui ont eu de la grosse casse. Moi j'étais hyper serein, le gros temps ça me fait pas peur et puis j'ai besoin d'en avoir aussi pour être rassuré sur le Vendée Globe parce que je sais qu'on va être amené à rencontrer des situations un peu difficiles. Donc voilà, après je sais que c'est un bateau qui a été éprouvé, qui connaît la route. Et forcément que la compétition c'est nouveau, mais ça n'empêche que je ne suis pas là juste pour me dire que je participe aux courses. L'idée, c'est de donner le maximum de ce que je peux et essayer de faire en sorte que le bateau soit à 100% de ses polaires en permanence. Après, évidemment, je n'ai pas tous les outils, hein. J'apprends tous les jours. Je me pose énormément de questions, mais en tout cas, j'essaye. Et je pense qu'il y a des moments où j'arrive à trouver des réglages à peu près corrects. Après, ça n'empêche que... je suis un peu le poussin du poulailler, quoi, sans jeu de mots. mais en tout cas, qu'est-ce que je suis heureux à bord de mon voilier freelance.com, ça c'est certain, ça. Et qu'est-ce que tu attends de ce Vendée Globe? Eh ben, écoute, qu'est-ce que j'attends? J'attends de vivre une chouette aventure, de décrire quelque chose de nouveau. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je pourrais vous en parler qu'à la fin. Les mers du Sud, j'ai eu la chance de les rencontrer avec un passage du Cap Horn avec Monique il y a quelques années, en 2018, sauf que c'était pas vraiment un bateau adapté pour ça. Et c'est vrai que j'ai eu du gros temps et des moments où je me demandais ce que je faisais là et je me suis promis de revenir avec un vrai bateau. Et voilà, moi ce que j'ai envie, c'est de me reconfronter aux éléments, de me retrouver seul, en harmonie avec cette nature que j'aime plus que tout au monde. Et de me dire que je vais faire le tour sur un bateau de 60 pieds en moins de 100 jours, j'espère autour de 80 jours, c'est une expérience unique, quoi. Et voilà, le but final, c'est quand même de rentrer au Sables d'Olonne. Après moi je vais essayer de faire du mieux que je peux. Mais voilà, on sait que malheureusement, il y a un pourcentage d'abandon aussi, j'en suis conscient. Après, pour le coup, le côté régatier compétition, c'est sûr que je l'ai moins que tous les skippers qui vont participer au Vendée Globe. Après, le côté aventurier, ça, je pense que je l'ai, peut-être un peu plus que certains,
par rapport à tout ce que j'ai fait. Donc s'il faut grimper dans mon mât à 30 mètres ou enchaîner sur une plongée à 4,50 m, plusieurs mètres de creux, ça ne me pose pas de soucis, quoi. Au contraire, quoi. J'aime ça, j'en ai même besoin. Voilà, j'ai vraiment envie d'y être, quoi. J'ai envie d'y être, quoi. Bah, parle-nous un peu de ton bateau d'ailleurs. Ouais, bien parce sûr. que c'est un bateau qui connaît bien la route, tu l'as dit, qui a été en de multiples mains et qui a participé déjà à plusieurs éditions du Vendée Globe. Ouais, complètement. Donc moi, freelance.com, c'est un bateau de 2017. C'est un bateau qui a été à la main de plusieurs skippers, jamais très longtemps. Je parlais de Roland Jourdan tout à l'heure, avec qui, entre autres, j'ai fait la Jacques Vabre, qui avait gagné la Route du Rhum avec, en 2010 ou 2012, un petit trou. C'est un bateau qui n'est pas forcément bien né, qui a eu des petits soucis techniques, mais ensuite qui a été vraiment très fiabilisé. Il a été entre autres skippé par Alex Thompson, où il a fait 3e sur un Vendée Globe. Et c'est plutôt une référence parce qu'Alex Thompson, il est assez connu pour être assez bourrin. Et je crois que c'est un des seuls bateaux qu'il n'a pas cassé. Donc c'est plutôt bon signe, quoi. Moi, je l'ai racheté à Benjamin Dutreux, qui a fait un top 10 sur le dernier Vendée Globe, qui a super bien marché. Et c'est un bateau au final qui est assez simple, qui est très marin. Et c'est un bateau voilà, qui marche super bien, qui est hyper agréable, où il y a vraiment de l'espace, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. C'est sûr que par rapport à toutes mes aventures que j'ai pu faire, c'est quand même un bateau assez luxueux pour moi, quoi. C'est un bateau où je peux me mettre debout un peu partout, un bateau où je peux marcher, je peux courir. C'est un bateau où je peux m'allonger sereinement, au sec. Voilà, donc là-dessus, moi j'ai vraiment confiance en mon bateau à 100%. Après, voilà, on sait que ça reste un sport mécanique, que même si j'ai une équipe technique qui fait un travail fou pendant toute l'année, malheureusement, il y a des pièces qui peuvent casser et ça on ne sait pas. Après, l'idée, ça va être de pousser le bateau. Est-ce que c'est de le pousser à 100%? Je ne suis pas sûr, parce que c'est là où il va falloir trouver la bonne limite, en fait. Et c'est là que ce n'est pas évident de mettre le curseur au bon endroit. C'est que forcément, l'idée, c'est d'aller vite, hein, c'est de faire le tour. Tu es en course, tu as du monde autour de toi, devant, derrière. J'espère surtout derrière. Mais l'idée, c'est que tout ne s'arrête pas non plus. Moi, la seule déception que je pourrais avoir là-dessus, la seule chose qui me fait peur, clairement, c'est d'avoir une avarie, c'est de devoir arrêter le Vendée Globe. Et ça serait vraiment dur à digérer, quoi. Et en plus, j'ai du mal à lâcher l'affaire et d'abandonner. Donc ça veut dire que le Vendée Globe pourrait être très long pour moi, quoi, si jamais j'avais une avarie importante, quoi. En revanche, il y a un aspect que tu maîtrises parfaitement, Ouais. c'est la solitude. Ah ouais, la solitude, ouais, c'est sûr que ça, c'est pas un souci. Au contraire, c'est plutôt même peut-être une force pour moi. Voilà, j'aime être seul. Après, voilà, j'ai passé aussi beaucoup de temps avec ma fameuse poule Monique. Mais c'est vrai que sur mes 2 dernières transats, où j'ai passé plus de 180 jours en mer, voilà, on est loin de là sur un Vendée Globe. Voilà, j'ai aucun problème avec ça, quoi. Et là aussi, on sera assez connectés. Et voilà, j'y vais pour... je ne vais pas dire pour faire une performance, mais si j'en ai envie. Après, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment dire ça parce que je manque d'années d'expérience, mais en tout cas, je vais donner ce que je peux. Mais en tout cas, j'y vais aussi pour vivre une aventure humaine et une aventure aussi personnelle. Et c'est vrai que voilà, c'est tellement important, tellement indispensable pour moi de me retrouver avec moi-même de temps en temps. Et ça permet de se poser les vraies bonnes questions de qu'est-ce qui est important dans la vie, quoi. Et je sais que je vais pouvoir me les reposer. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit moi ou plein d'autres personnes, on est toujours en train de courir en fait après le temps. Et c'est vrai que quand tu es en mer, tu prends le temps et c'est au final la plus belle richesse pour moi qu'on peut avoir, c'est le temps, quoi. Quels sont les volets du sport course au large qui te restent vraiment à améliorer? Qu'est-ce qui te fait un peu peur peut-être, qui t'inquiète? Je ne sais pas, l'aspect réparation et système très complexe de ces bateaux, l'aspect météo, qu'est-ce qui t'intrigue? Ouais, alors il n'y a rien en particulier qui me fait peur. Après, j'ai encore du boulot à faire un petit peu partout. L'aspect technique, moi j'aime bien bricoler. Après, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire sur le bateau, mais là pour le coup on a le droit d'avoir une assistance. Donc je sais que si j'ai un problème grave et que je ne trouve pas forcément la solution, je peux faire appel à mon équipe technique pour qu'on essaye de trouver le meilleur moyen de réparer ensemble. Après, en météo, c'est sûr que
bah voilà, je sais faire de la météo, mais rien à voir avec les cadors de la course au large avec qui je serai sur le départ du Vendée Globe. Mais c'est sûr que la stratégie, la météo, ça va être hyper important. Ça va permettre de même se rattraper parfois sur des mauvais coups. Euh, donc voilà, donc là-dessus, il va falloir bien rester concentré. Là où je suis bon, par contre, c'est le sommeil. J'arrive à bien me reposer. J'ai pas besoin de dormir beaucoup. Physiquement, je suis plutôt assez en forme, donc j'ai pas de problème à faire des manœuvres. Ça me fait pas trop peur. Au contraire, même j'aime transpirer à bord de mon bateau. Après, moi, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que j'observe comment font les autres. J'essaye de comprendre pourquoi. Et puis après, tu as une partie de hasard, une partie de chance qui va faire partie du jeu, quoi. Une partie de chance au niveau météo, une partie de chance par rapport à ce que tu peux rencontrer sur l'océan, un objet que tu vas percuter au moment et à l'endroit où il ne fallait pas, quoi. Et ça, malheureusement, personne ne peut l'anticiper, quoi. Euh, Parle-moi de la flotte des dériveurs qui va être un peu un second championnat Ouais. au sein de la flotte. Comment tu vois cette deuxième compétition? Bah ouais, il y a un peu deux courses en une, en effet, parce que voilà, il n'y a qu'un podium, hein, il n'y a qu'une classe, c'est les IMOCA, mais ouais, bateau à dérive, bateau à foil. Au final, on a un paquet de dériveurs, alors je ne les ai pas comptés, mais on est bien, je pense, une quinzaine, et beaucoup de bateaux de la même génération. Après, des bateaux plus ou moins performants. Après, voilà, par exemple, concernant notre bateau, freelance.com, c'est un bateau qui est performant, mais qui n'a pas eu, sur les dernières années, beaucoup d'améliorations. Donc c'est un bateau qui va être peut-être un peu plus lourd que certains autres bateaux à dérive, mais c'est un bateau qui est quand même assez costaud pour le coup. Après, c'est sûr qu'il y aura la vraie bagarre, quoi. Donc nous, on va plutôt se concentrer, enfin en tout cas pour ma part, sur les bateaux à dérive que les bateaux à foil. Après, voilà, tant mieux hein, si on peut avoir des bateaux à foil à portée de vue. Mais voilà, l'idée, ça va être d'aller chercher les premières places, j'espère, en bateau à dérive. Après, le niveau il est tellement, tellement élevé en fait que je le dis aujourd'hui parce que j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai les capacités, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. Mais voilà, je pense à la dernière course là, qui était l'ancienne Transat anglaise, la Transat CIC, où là en bateau à dérive, ça a plutôt bien marché et on s'est tiré la bourre à plusieurs bateaux. Et c'était super excitant, quoi. Donc, euh, donc voilà, ce qu'il va falloir voilà, faire attention une fois de plus, c'est voilà, quand même préserver le bateau parce que la route va être très longue. Et que je crois que c'est Michel Desjoyaux qui disait ça, c'était un problème par jour sur le Vendée Globe. Donc en tout cas, les problèmes, il ne faudra pas être feignant et pas repousser pour les réparer et faire ça au jour le jour, quoi. Et être assez observateur et essayer d'avoir un bon feeling sur le bateau et sur le matériel, quoi. Comment tu envisages les choses? C'est un one-shot, une aventure sur un projet et tu Ouais. passeras à autre chose ensuite ou bah, finalement c'est quelques avant-goûts et ce Vendée Globe peuvent te donner envie de persévérer dans la course au large? Et écoute, en vrai, c'est un peu prématuré pour moi de répondre à cette question de ce que j'ai envie de faire après. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire plein de choses. Les projets, c'est pas trop ça qui manque. Voilà, j'ai envie de faire les choses dans l'ordre aussi. Donc c'est nouveau pour moi. Donc j'ai envie de finir ce premier Vendée Globe. Et je pense que pendant le tour, c'est sûr que dans ma tête, ça va cogiter. Je pense à déjà d'autres choses. Voilà, on va voir. Après, c'est vrai que je peux pas dire que les bateaux à foil en soi, ils me donnent pas forcément très envie. Parce que ça n'a pas l'air hyper confortable. Ils n'ont pas l'air de toujours rigoler à bord. Les bateaux sont complètement, enfin, sur la plupart assez fermés. C'est vrai que moi j'aime bien quand même ressentir l'air, l'élément, quoi. Moi c'est ça qui me plaît, quoi, hein. C'est une petite vague qui déferle sur mon visage. C'est un petit souffle de vent qui va décoiffer ma belle coiffure, des choses comme ça, quoi. C'est que sur des bateaux fermés, on a moins ça. Et bah, c'est sûr que c'est un peu frustrant de te dire que voilà, c'est difficile de rivaliser avec des bateaux qui sont de nouvelle génération et clairement qui vont beaucoup plus vite que toi. Et voilà, déjà, t'as pas les mêmes outils dès le départ, mais bon, après, tu le sais, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a pas de problème. Mais bon, parfois, on peut faire des belles surprises avec nos bateaux aussi, hein. Sur le dernier Vendée Globe, Benjamin Dutreux, avec freelance.com, il arrive moins de 24 heures après le premier, quoi. Donc voilà, après, j'ai pas les compétences de Benjamin,
mais j'observe. Et alors, dans ton histoire personnelle, le Vendée Globe, tu le disais, tu en avais entendu parler avec Eugène Riguidel, mais Ouais, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, comme image forte, soit d'un skipper, soit d'une édition, soit d'une course, soit de... Est-ce qu'il y a ouais. des éditions du Vendée qui t'ont marqué? Alors, est-ce qu'il y a des éditions qui m'ont marqué? Bah, c'est sûr que la dernière édition, je l'ai vachement suivie. Ça n'empêche que j'étais en train de ramer à ce moment-là, mais j'avais quand même quelques infos de la terre ferme. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai croisé pas loin avec eux. Quand je faisais la route entre les Canaries et les Caraïbes, là, ils sont passés pour certains bateaux à quelques milles de moi. J'ai pas pu les voir malheureusement. Mais c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic de me dire, OK, on sera sur la prochaine édition. Je pense bah, voilà, à Mijdej qui repart de Vendée avec quelques jours de retard et qui arrive à rattraper tout le monde et qui finit en vainqueur et qui gagne pour la deuxième fois le Vendée Globe. Je pense à la première édition surtout où les gars ils partaient, mais ils savaient pas trop où ils partaient au final. Tu vois. Et pour moi, ça c'était vraiment c'est des pionniers, quoi. C'était des vrais aventuriers, quoi. Tu vois, aujourd'hui, on est quand même vachement sécurisé, donc voilà, ça n'empêche que évidemment qu'il peut se passer des choses, c'est dangereux. Mais à l'époque, voilà, les mecs, ils savaient pas combien de temps ça allait durer, ils savaient pas comment ils allaient revenir vraiment. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration bah, pour, je sais pas, genre Titouan Lamazou, Éric Perron, Philippe Poupon, tous ces grands marins-là, quoi. Et même ceux d'aujourd'hui, hein, les nouveaux, hein, c'est vrai qu'ils sont impressionnants, c'est des sacrées machines. Mais voilà, tous les Vendée Globe, pour moi, ont été très beaux. Il y en a d'autres qui ont été aussi très durs, où malheureusement, je pense à Jerry Roof, l'édition, alors je ne sais plus laquelle année, avec Éric Dumont, où on avait pas mal parlé avec moi, où malheureusement, il n'est jamais revenu, quoi. Donc ça peut être aussi terrible, quoi. Est-ce que pendant ta transat avec Bilou, vous avez parlé du Vendée? Lui, c'est une figure du Vendée, évidemment. Ouais. Ça a construit sa vie. Est-ce que vous avez beaucoup échangé là-dessus? Donc avec Roland Jourdain, alias Bilou, on a pas mal discuté sur la Jacques Vabre, forcément d'IMOCA et de Vendée Globe. Et c'était voilà, c'était aussi pour ça que je voulais faire cette Jacques Vabre avec Roland. C'est qu'en plus d'être quelqu'un de très, très chouette, très facile à vivre, de très humain, il a un gros background d'IMOCA. Et c'est vrai que c'était quand même... je me sentais assez privilégié d'être avec lui à bord et qu'il puisse me raconter bah, tout ce qu'il a pu vivre sur les dernières éditions du Vendée Globe, et qui ne sont pas toujours d'ailleurs très bien passées pour lui, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a ouais, une grosse expérience et qui est quelqu'un de très humble. Et en fait, si tu viens pas lui tirer les verres du nez, en fait, il ne te dira pas grand-chose, Bilou. Et c'était pour moi vraiment une chance d'avoir fait cette course avec lui parce que c'est vrai qu'avec les autres grands marins qui j'ai pu naviguer, c'est des personnes qui connaissent le large, qui connaissent beaucoup de supports, mais pas forcément l'IMOCA qui connaissaient aussi bien l'IMOCA que Bilou. Et donc bien sûr que Bilou, il a pu m'apporter beaucoup de petits tips à travers la navigation, quoi. Quelques exemples? Alors quelques exemples, bah, déjà, en fait, déjà de toujours avoir un coup d'avance, voilà, clairement de ne pas attendre pour préserver ton matériel. Bilou, il a eu aussi un gros souci à un moment où il a percuté un ovni, et je crois que c'était d'ailleurs un cétacé. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il n'a pas bien vécu pour lui personnellement, et comme pour le mal qu'il a pu faire à cette baleine. Il s'en veut encore énormément aujourd'hui. Donc d'essayer d'être assez observateur aussi sur ce qui nous entoure. Mais c'est vrai qu'après, on va aussi hyper vite, donc c'est pas évident d'anticiper tout ça, quoi. Mais voilà, ce qui m'a dit avant tout, c'est le bateau, voilà, de ne pas mettre le pied à fond au plancher, quoi, et de le préserver, à 100%, quoi, et de ne pas oublier qu'une fois qu'on a fait tout le tour du Grand Sud, qu'il y a tout à remonter quand même, et que c'est long et qu'il peut se passer des mésaventures jusqu'au dernier mille avant de franchir la ligne de départ. Donc tant qu'on n'est pas arrivé, c'est pas terminé, quoi. Sur le parcours, Oui. est-ce qu'il y a des zones qui t'intéressent plus que d'autres? Est-ce que il y a des choses qui t'excitent? Raconte-nous un peu ta vision du parcours. Eh ben, écoute, moi sur le parcours, alors je sais que d'entrée de jeu, ce qui va être compliqué, c'est de dégolfer, hein, parce que parfois sur un Vendée Globe, l'endroit où on se fait le plus secouer, c'est dans le golfe de Gascogne. Donc il faudra être assez vigilant, et on part en novembre, hein.
Donc voilà, après une fois le dégolfage, on va tracer plein sud avec des vents, je pense, pas trop forts. Mais moi, voilà, j'ai hâte d'être dans le grand sud, de retrouver les albatros, de retrouver la grosse houle, d'avoir des vents assez forts et de faire surfer mon bateau au maximum de ce qu'il peut, quoi. D'arriver à tenir des moyennes à 20 nœuds, voire un peu plus. Et voilà, de faire le tour le plus vite possible. Et après, c'est sûr que le passage du Cap Horn, hein, c'est un passage mythique. C'est un passage que j'ai eu la chance de déjà faire une fois, qui s'était pas forcément hyper bien passé, où je m'étais retourné avec mon premier bateau quelques jours après le passage. Et voilà, le passage, je l'avais fait de nuit, donc je n'avais pas vraiment le voir. Donc j'espère pouvoir m'en rapprocher et voir à quoi il ressemble. Mais c'est vrai que le Cap Horn, voilà, hein, c'est la pointe la plus au sud de la planète. Et tu sais que c'est le bout de l'entonnoir avec la péninsule antarctique et que les dépressions elles font le tour du continent et qu'il n'y a pas grand-chose qui les arrête et que tu as des différences de profondeur assez importantes et que ça peut lever une mer très grosse. Il y a eu un paquet de bateaux qui est resté là. Donc voilà, donc là, il faudra choisir le bon créneau météo pour passer. Et aussi bien, il faudra patienter un petit peu le temps que le mauvais temps passe. Et puis après, c'est sûr qu'une fois que tu as passé le Cap Horn, tu as fait le plus compliqué, tu n'es pas arrivé, mais ensuite, tu commences à faire une route directe vers la maison. Donc forcément, tu es content de rentrer, de retrouver tes proches et de te dire que bientôt, tu seras au bout de l'aventure, quoi. Mais bon, il va s'en passer des choses. Il va s'en passer et j'espère, voilà. Moi, ce que je veux juste, c'est de pouvoir terminer ça et c'est de raconter ça et voilà, d'emmener du monde avec nous et de profiter et de me sentir grandi, quoi. Tu dis souvent raconter une belle histoire, pour toi c'est une dimension assez importante, tu l'as montré dans toutes tes aventures, avec tes films, avec ton personnage, avec évidemment ta poule Monique, mais même sans. Ouais. Raconte-nous un peu ta vision de la communication au sein, pour le coup, d'un cadre assez contraint qui est celui d'une course Ouais. au large, à la différence de je suis tout seul et je fais ce que je veux quand je veux et je filme quand je veux. Voilà. Et là aussi, la facilité de communication Ouais. que tu vas avoir sur ce bateau. Bah non, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec mes aventures précédentes. Voilà, auparavant, il y a des moments où je pouvais communiquer, des moments où je pouvais communiquer et d'un coup je pouvais plus communiquer. Il y a d'autres moments où je décidais de ne pas avoir de moyen de communication, entre autres dans mon hivernage dans les glaces où je suis resté isolé pendant 130 jours, où j'avais zéro lien avec la terre ferme. Et c'était génial. Après, c'est vrai que c'était assez égoïste. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux plus me le permettre pour plein de raisons. La première, c'est que je suis en course, c'est qu'il y a du contenu qui est attendu, c'est qu'il y a des partenaires qui attendent forcément de la visibilité aussi. Et c'est que aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, donc forcément, pour eux comme pour moi, j'ai besoin d'avoir un lien, quoi. Et après, ouais, c'est sûr que partir comme ça, on est un peu égoïste, hein, un peu beaucoup même, hein, ça j'en suis conscient. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir raconter ce qu'on vit, quoi. Et c'est vrai qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est dommage de ne pas en profiter. Et c'est vrai qu'avec les connexions satellitaires, on peut. En fait, c'est comme si tu étais à la maison, quoi. Tu peux faire des visios, comme envoyer des vidéos en direct. Et voilà, l'idée, c'est ça va être de faire ça au maximum. Après, c'est pas toujours évident parce que tu es en course, parce que ta priorité, c'est de régler ton bateau pour le faire avancer, parce que tu as des soucis en permanence, parce que forcément, les moments où tu es fatigué, tu as envie de te reposer. Voilà, tu as la vie de tous les jours, et chaque jour est différent. Mais voilà, l'idée, ça va être de pouvoir envoyer du contenu et de ramener quelque chose de concret pour pouvoir partager ça et montrer un peu ce qu'on a pu vivre autour de ce globe, quoi. Est-ce qu'il y a une compétition au niveau communication aussi, entre vous? Alors, est-ce qu'il y a une compétition? Non, je ne pense pas qu'il y ait de vraie compétition. Après, clairement, hein, tu le vois, hein, tu as des skippers qui aiment communiquer, d'autres où c'est vraiment une contrainte pour eux. Moi, j'adore communiquer. Après, c'est sûr que si on me demande d'envoyer 10 vidéos par jour, au bout d'un moment, ouais, ça risque d'être un petit peu trop, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut que ça soit fait en bonne intelligence, quoi. Mais non, après, forcément, je pense que les skippers, les partenaires, tout le monde essaye de se démarquer parce que l'idée, c'est faire parler du projet. Donc clairement, c'est de faire de la vue, quoi, tu vois. Donc c'est sûr que quand on voit qu'il y a une photo, une vidéo qui a vachement bien marché, voilà, nous on est content et on est aussi content pour les partenaires parce que voilà, le partenaire il mise sur toi quand même, tu vois. D'une certaine façon, t'es son poulain, quoi.
Et moi, j'ai surtout pas envie de les décevoir, j'ai envie qu'ils soient contents, donc j'ai envie de faire mon travail, qui est d'ailleurs plusieurs travails, qui n'est pas que skipper, qui est aussi médiaman, qui est aventurier, qui est mécanicien, qui est tout ce que tu veux. Mais voilà, l'idée, c'est de partager ça au mieux et c'est de créer du beau contenu, quoi, parce qu'on sait qu'il y a du monde qui est derrière et c'est aussi ces gens qui nous motivent et qui nous poussent à nous dépasser dans les moments qui sont un petit peu durs, quoi, parfois. Et il y a des moments de plaisir aussi. Moi, j'ai quand même plein d'images en tête de toi dans ces dernières courses IMOCA. Ouais. Notamment, par exemple, pareil sur la Vendée Arctique, où tu découvrais vraiment le bateau en conditions de course et tu avais finalement des sensations, tu disais, assez proches de ce que tu connaissais en planche. Ouais, complètement, ouais. Parle-moi du plaisir. Ah bah, le plaisir, en fait, il y a le plaisir, il y a les moments un peu plus durs, mais tout ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'à la fin, moi, je retiens que le plaisir. En fait, on est tellement chanceux pour moi de partir naviguer sur ces beaux bateaux-là qu'on n'a pas le droit de se plaindre, en fait, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des moments, je ne vais pas vous mentir, où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi, quoi? Et tu donnerais tout pour qu'on te sorte de là, quoi. Et puis bah, après, en effet, bah, tu vas résoudre le souci que tu as eu, tu as le vent qui va rentrer dans tes voiles, tu as une baleine qui va venir sauter, et là, en fait, pour rien au monde, tu voudrais être autre part. Et en fait, je trouve ça tellement excitant de faire avancer ton bateau, de le faire planer, de le faire avancer à 20, 25 nœuds, parfois des pointes à 30 nœuds. Et moi, je suis comme un gosse, en fait, à bord de mon bateau, quoi. Et plus il va vite, plus j'ai le sourire, en fait, quoi. Et c'est vrai que, en moyen de comparaison, j'ai la planche à voile, en effet, où j'ai fait beaucoup de planches plus jeunes. Et c'est vrai que c'est un peu les mêmes sensations, sauf que la planche à voile, c'est un support un peu plus petit quand même. Et au final, on va aussi vite qu'en planche à voile, sauf que tu es sur un bateau de 18 mètres et c'est complètement taré. Et encore aujourd'hui, là, je pars naviguer là tout à l'heure, là, pour 24 heures, et on va chercher du vent dans l'ouest. Et je sais que je vais être comme un fou, quoi, quand le vent il va commencer à rentrer, le bateau, ça va commencer à agiter, ça va commencer à bouiller. Moi, je suis trop content, quoi. Tu vois. C'est ça que je veux. Eh ben, amuse-toi bien. Ouais, merci beaucoup. Ouais.